Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant un débat qui s'est tenu dans l'hémicycle mercredi 11 octobre, un débat autour de l'avenir de l'Union européenne qui n'avait pas lieu comme c'est l'usage juste avant un Conseil européen, mais qui a pris la forme d'une déclaration du gouvernement effectuée par Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui s'est exprimé avant que les parlementaires prennent la parole. Alors lors de son discours, Jean-Yves Le Drian est revenu sur l'ambition européenne du projet présidentiel pour Emmanuel Macron, et il l'a répété lors de son discours d'Athènes, lors de son discours de la Sorbonne. Eh bien, l'Europe est une priorité qu'il faut refonder pour plus de convergence avec l'Allemagne, plus de convergence fiscale, sociale entre les différents pays de l'Union européenne, pour créer un véritable budget de la zone euro, également pour renforcer l'Europe de la défense. Mais voilà, tout cela se déroule dans un contexte doublement complexe entre, d'une part, le Brexit, le fait que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, et puis dernièrement, bien sûr, la crise en Catalogne. Deux événements auxquels, d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian a fait référence. Tout de suite donc, retour dans l'hémicycle. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents des commissions des Affaires étrangères, des Affaires européennes, de la Commission des finances, Mesdames et Messieurs les sénateurs. L'Europe est le cadre primordial et naturel dans lequel nos valeurs et nos intérêts doivent être portés à l'heure de la mondialisation. Elle est le cœur d'un projet majeur pour la France. Le président de la République a fait de l'ambition européenne renouvelée une priorité de son mandat pour la France. C'est ce qu'il a exprimé avec force, d'abord à Athènes, puis à la Sorbonne le 26 septembre dernier, en affirmant les deux convictions qui ont guidé son action et celle du gouvernement depuis le premier jour. La première, c'est que dans un monde en proie aux crises et à des bouleversements sans précédent depuis la fin de la guerre froide, seule l'Europe nous permettra d'exercer pleinement notre souveraineté, de conserver la maîtrise de notre destin. La seconde, c'est que le projet européen ne peut réussir si nous ne comblons pas le fossé qui n'a eu de cesse depuis quelques années de se creuser entre les peuples et les institutions européennes, au risque de voir le populisme et un nationalisme dévoyé submerger notre démocratie comme celle de nos partenaires. Oui, l'Europe est le déterminant majeur d'une politique globale, et pour que la France fasse entendre sa voix, il nous faut un cap clair. Le président l'a fixé, et vous avez entendu ses nombreuses propositions pour l'Europe. Et je veux vous souligner devant vous qu'elles s'articulent autour de deux horizons de temps. D'abord, l'échéance de 2019, où seront organisées les prochaines élections européennes. Il faut nous y préparer. Cela nous donne le temps de convaincre nos partenaires. 2019, donc. 2024 ensuite, qui sera l'horizon de la nouvelle Commission résultant de ces élections. Et nous devons avoir pour objectif de lui proposer un mandat ambitieux, porté par la volonté de refonder l'Europe. L'ensemble du gouvernement est mobilisé derrière le président de la République au service de ces objectifs. Et pour préparer au mieux ces rendez-vous, il nous faut aussi une conscience lucide de la situation dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui. Et en la matière, et alors que la défiance est installée dans une partie des peuples européens, rien ne serait pire que le déni de réalité. L'Europe est aujourd'hui perçue comme trop lointaine, comme trop technocratique, incapable de rendre intelligibles ses décisions comme ses instruments de légitimité démocratique. Elle suscite une forme d'indifférence résignée dont a encore témoigné le faible taux de participation aux dernières élections européennes. Et pour autant, nos concitoyens n'ignorent pas l'Europe. En vérité, elle est revenue au centre de l'attention, mais trop souvent d'une manière négative. Avec les crises qui ont frappé le continent ces 10 dernières années, elle a été tantôt pointée du doigt en cas d'échec, tantôt laissée dans l'ombre lorsqu'elle apportait des solutions. Je ne crois pas que nous ayons assez dit ce que l'Union européenne rendait possible
et ce qu'elle apportait concrètement à nos concitoyens. En outre, depuis 15 ans, des forces centrifuges traversent le continent. Elles ont atteint leur paroxysme avec la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Cela il y a un peu plus d'1 an. C'est la décision souveraine du peuple britannique et nous la respectons, même si elle représente une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Depuis le 19 juin, la négociation est enclenchée sous la conduite de Michel Barnier. Il a reçu un mandat clair des 27 États membres et de la Commission européenne sur la base des orientations arrêtées à l'unanimité par le Conseil européen en mai et juin dernier. Je vous en rappelle les principes qui fondent la position des 27. Garantie réciproque pour les citoyens directement concernés par le Brexit, respect par le Royaume-Uni de ses obligations administratives, financières et juridiques souscrites en qualité d'État membre, prise en compte de la spécificité de la frontière irlandaise et s'y ajoute évidemment sur le marché intérieur le rappel du caractère indivisible des 4 libertés de circulation des capitaux, des biens, des services et des personnes. Je tiens aussi à préciser, mais vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'aucune négociation, ni sur les conditions du retrait, ni sur les contours de l'accord futur, ne saurait être menée à titre bilatéral. Il importe de le rappeler. Dans cette crise, l'Union européenne fait la preuve de son unité et de sa cohésion. Il ne s'agit pas pour autant d'adopter une approche punitive à l'égard du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni restera, après son retrait, un partenaire et un allié essentiel de la France, tout particulièrement dans le domaine de la défense, et je tiens à le rappeler une nouvelle fois, en vertu des accords de Lancaster House qui sont toujours présents et garantis dans le cadre de notre relation bilatérale. Mais nous ne devons avoir par ailleurs aucune naïveté dans la négociation en cours. Chacun défend ses intérêts. Notre intérêt collectif, c'est de mettre fin dès que possible à l'incertitude que fait planer le Brexit et le faire en 2 temps, d'abord en négociant les conditions de retrait et seulement ensuite en instaurant le cadre juridique de nos futures relations. Pour l'heure, après les premières sessions de négociation, force est de constater que le compte n'y est pas, s'agissant des différents principes que j'ai rappelés et qui conditionnent pour nous un retrait acceptable du Royaume-Uni. Le discours de Theresa May à Florence il y a quelques jours a donné des signes d'ouverture. La 4e session a permis quelques progrès, mais il reste insuffisant. Nous sommes dans la 5e session en ce moment, mais le prochain Conseil européen, qui se tiendra en quelques jours, ne pourra sans doute pas décider d'ouvrir les discussions de la 2e phase avec le Royaume-Uni. Mesdames et messieurs les sénateurs, hier, le vote britannique, ces derniers temps, la défiance d'un nombre important de nos concitoyens, aujourd'hui, la crise qui secoue la Catalogne en ce moment même, tout cela nous commande d'agir. Nous ne pouvons plus nous permettre de continuer à faire l'Europe comme par le passé. Il faut revoir en profondeur nos priorités politiques, nos pratiques institutionnelles et les moyens qui sont dédiés à chaque objectif. Un sursaut, une véritable fondation, pour reprendre l'expression du président de la République, sont indispensables. Et je veux dire aussi ceux qui dénoncent aujourd'hui la construction européenne, qu'ils entretiennent nos concitoyens dans une représentation chimérique de la souveraineté. La souveraineté de repli qu'ils proposent à nos concitoyens est à l'heure. Elle ne peut mener la France qu'à l'isolement et à une exposition plus grande encore de notre pays au désordre du monde. C'est une communauté de destin qui nous unit au peuple d'Europe. Dire cela, ce n'est pas faire l'aveu d'une fatalité, c'est affirmer à la fois une histoire partagée et une vision stratégique et volontariste de la place de la France dans le monde. Je suis en charge aujourd'hui de la conduite de la diplomatie de notre pays et je peux vous le dire, jamais depuis la fin de la guerre froide, les divergences, les tensions, le niveau de conflictualité n'ont été aussi élevés. Dans un monde pourtant de plus en plus interdépendant, la compétition est à son paroxysme.
la coopération entre nations de moins en moins évidente, la multilatéralité en voie d'affaiblissement, les crises se sont multipliées dans le voisinage immédiat de l'Europe, des stratégies de puissance s'affirment de façon de plus en plus agressive, la concurrence économique, les tensions commerciales, les inégalités que génère la mondialisation s'accroissent. Dans ce contexte, la seule réponse qui vaille est à la fois nationale et européenne. Les deux dimensions sont aujourd'hui inséparables. Et si la France veut garantir sa sécurité, si elle veut défendre ses intérêts et affirmer ses valeurs, bref, si la France veut compter dans le concert des nations et continuer d'écrire par elle-même son histoire, alors sa souveraineté passe par son effort propre et aussi par l'Europe, mais une Europe réformée, une Europe capable de s'affirmer elle-même comme une puissance souveraine. Pour faire entendre sa voix, l'Union doit donc intégrer une culture du rapport de force, je le redis, une culture du rapport de force qui lui a trop souvent fait défaut. Mesdames et Messieurs les sénateurs, cette Europe souveraine repose elle-même sur trois conditions. D'abord, l'unité de l'Europe. Ensuite, la protection de ses citoyens et de ses intérêts. Enfin, ce que j'appelle la capacité de projection de l'Union européenne, c'est-à-dire sa capacité à agir comme un acteur global, à peser réellement sur les dossiers internationaux et à diffuser son modèle et ses valeurs. La première condition de l'Europe souveraine, c'est le renforcement de son unité. Mais ce travail d'unification est voué à l'échec s'il ne prend pas réellement en compte les aspirations des peuples dépositaires de la souveraineté européenne. Le peuple français, les peuples d'Europe doivent être de véritables acteurs de cette refondation si nous voulons qu'une authentique démocratie européenne existe. C'est la raison pour laquelle la France propose l'organisation de conventions démocratiques dans tous les États membres qui souhaiteront participer à cette initiative. Il s'agit de redonner la parole aux citoyens et de débattre sur le fond, au plus près du terrain, de débattre des priorités de l'Union pour les années à venir. Au premier semestre 2018, chaque État membre qui le souhaite pourra déployer, selon les modalités qui lui paraissent les plus adaptées, une série de débats et d'échanges dont les conclusions seront mises en commun pour préparer l'échéance de 2019 et refonder l'Europe en répondant mieux aux attentes des citoyens qui auront cette fois été consultés en amont. La ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, est mobilisée pour donner corps à ce projet de la façon la plus large possible, avec les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs syndicaux, la société civile, pour que ce soit une vraie mobilisation qui puisse se mettre en œuvre. Renforcer l'espace démocratique européen, le mettre en mouvement, animé par un projet sachant dépasser les seules formations politiques nationales, c'est aussi le sens de la proposition du président de la République de créer une circonscription européenne. Les députés européens seraient élus sur la base de listes transnationales selon un principe simple, rassembler des candidats de même sensibilité politique mais de nationalités différentes. Cette circonscription transnationale, ce sera l'occasion toute particulière d'une réponse européenne au Brexit. L'unité de l'Europe est bien sûr une réalité politique, c'est aussi une réalité économique, je vais y revenir, mais la base, le socle sur lequel tous ces projets peuvent se construire, c'est le lien insensible, le vivre ensemble, en un mot, la conscience qu'ont nos concitoyens d'être des Européens. Fortifier cette conscience, tout particulièrement dans notre jeunesse, par l'enseignement, par les échanges universitaires et par les échanges d'apprentis, c'est garantir l'avenir de l'idée européenne, cette universelle qui se dit en plusieurs langues, cette civilisation que chacune de nos cultures nationales exprime d'une façon propre et d'une façon singulière. Il y a aussi un enjeu d'égalité. Notre jeunesse n'a jamais été aussi mobile, aussi ouverte sur le monde et d'abord sur les pays européens. Assurer une égalité d'accès à l'horizon européen,
C'est aussi de cette manière que nous conjuguerons l'unité de l'Europe et l'exigence démocratique. Les objectifs qu'a affichés le président de la République sont ambitieux. Ceux qui veulent aller plus loin, plus vite, doivent pouvoir le faire sans en être empêchés. Les coopérations seront ouvertes à tous avec, pour seul critère, le niveau d'ambition partagé. Le président de la République a d'ailleurs proposé de réunir au sein d'un groupe de la refondation européenne tous les États membres qui partagent cette vision afin de définir les mesures qui traduiront concrètement cette ambition à l'horizon 2024. Et je dois dire que l'accueil réservé à nos propositions par nos partenaires, à la fois lors du sommet des chefs d'État ou de gouvernement à Tallinn, à la fois en déclinant les propositions portées par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, à la fois par la volonté du président du Conseil, Donald Tusk, qui est aujourd'hui même à Paris. L'ensemble des accueils de ces différents acteurs montre que la feuille de route qui va être initiée par le président Donald Tusk pourra permettre d'aboutir dans cet exercice collectif de refondation. Pour avancer, l'Allemagne sera notre partenaire majeur. Vous le savez, la République fédérale est entrée dans une période de négociation du contrat de coalition sous l'égide d'Angela Merkel. Je tiens d'ailleurs à souligner la qualité des relations qui se sont nouées depuis plusieurs années entre les ministres allemands et les membres du gouvernement. Cette base politique, cette base relationnelle est essentielle pour porter le projet européen et cela est d'autant plus important que les élections allemandes, avec notamment le score très élevé de l'extrême droite, ont révélé que le scepticisme, voire le rejet de l'Europe, était également un risque outre-Rhin. La meilleure réponse sera apportée par l'action conjointe d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron pour permettre à l'Europe de progresser en puissance et de relever les grands défis qui nous font face et de les relever dans la solidarité. Nous avons été si souvent le moteur de l'Europe par le passé, nous le serons de nouveau demain. Le président de la République a souhaité l'élaboration d'un nouveau traité de l'Élysée. Il pourrait être le creuset du futur projet européen. L'unité de l'Europe doit aussi se manifester face à la crise migratoire. Ce drame exige la solidarité des pays européens. Solidarité s'agissant de l'accueil, du droit d'asile, mais solidarité aussi dans l'aide à apporter aux pays de départ et de transit pour éviter que ceux et celles qui font l'objet de tentations des passeurs ne risquent leur vie pour rejoindre l'Europe. C'est dans ce but que le président de la République a réuni à Paris, le 28 août dernier, ses homologues allemands, espagnols, tchadiens, nigériens, ainsi que la haute représentante Federica Mogherini. C'est aussi le sens des mesures concrètes que le président a exposées dans son discours de la Sorbonne. Je pense à la mise en place d'un véritable office européen de l'asile pour harmoniser les procédures. Je pense aussi à la création d'une police aux frontières européennes. Sur ce sujet, comme sur d'autres, l'exigence de solidarité européenne repose sur un équilibre, sur une réciprocité entre les droits et les obligations, la cohésion entre les États et la cohérence du projet européen, comme sa légitimité, passe par là. L'unité de l'Europe passe également par une convergence sociale et fiscale accrue. Jacques Delors a coutume de dire que le modèle économique européen doit se fonder sur 3 principes: la concurrence qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Force est de reconnaître que l'Union européenne a davantage avancé sur le premier volet que sur les 2 autres. Or, il est fondamental de préserver un équilibre pour que les États membres convergent économiquement et socialement et le fassent vers le haut. C'est ce que nous demandent nos concitoyens. Je pense notamment au travail détaché. Je sais que ce sujet mobilise l'attention et le travail du Parlement. La directive actuelle n'est satisfaisante pour personne, ni pour les travailleurs français qui font face à une concurrence déloyale,
ni pour les travailleurs étrangers dont les conditions de vie et de travail sont souvent insuffisamment protectrices, ni pour leur pays d'origine qui souffrent d'une insuffisance de main-d'œuvre qualifiée. L'ensemble des ministres concernés par ce dossier est mobilisé avec une méthode claire, parler à tous, écouter nos partenaires, notamment les pays d'Europe centrale et orientale, afin de dégager des convergences avec le plus grand nombre d'entre eux. J'ajoute que la convergence sociale passe aussi par la définition d'un socle minimal des droits sociaux européens. Parvenir à cet objectif est indispensable, ça fait partie de la refondation et le Premier ministre participera à ce sujet à une rencontre à Göteborg dans les jours qui viennent pour nous permettre d'avancer. Cet objectif de convergence des niveaux de développement, c'est aussi le but du Fonds de cohésion, qui bénéficie aux États membres les plus éloignés du niveau moyen de développement en Europe. Il s'agit d'un outil puissant, nécessaire, pour minimiser les disparités entre les régions, et un outil qui, en même temps, profite à la croissance collective. Et c'est le même objectif de minimiser ces disparités au sein de l'Union qui guide l'affectation des fonds structurels. Vous savez que la France bénéficie, sur la période 2014-2020, de 27 milliards d'euros au titre des différents fonds, et les élus que vous êtes savent l'importance de ce soutien européen à notre politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Sur le terrain économique, la condition de l'unité européenne, c'est bien sûr le marché unique, avec un objectif aujourd'hui, progresser sur l'union économique et monétaire en poursuivant l'établissement de l'union des marchés de capitaux afin de stimuler la croissance en favorisant l'investissement et l'innovation. De même, les discussions doivent se poursuivre sur l'achèvement de l'union bancaire avec la mise en place d'un système européen de garantie de dépôt. Plus généralement, nous devons faire de l'Europe une véritable puissance économique et monétaire, et c'est pour cette raison que le gouvernement porte une ambition forte pour la zone euro. Nous souhaitons ainsi la renforcer pour qu'elle puisse tout d'abord mieux garantir ses membres contre les crises financières lorsque c'est nécessaire. La proposition du président de la République de créer un budget de la zone euro constitue un objectif pragmatique au service de cette ambition. Le renforcement de la zone euro nécessitera également d'inventer une gouvernance adaptée avec un ministre commun, un contrôle parlementaire au niveau européen devant lequel il devra rendre compte, mais plus encore qu'une gouvernance, il sera nécessaire de définir les grandes orientations économiques et politiques de la zone euro pour lui permettre de s'affirmer comme une puissance économique mondiale capable de défendre les intérêts des États membres. Cette exigence de protection que l'on retrouve là, c'est finalement le deuxième élément qui définit aujourd'hui notre ambition d'une Europe souveraine. Le souci de protection, il est inhérent au projet européen, y compris dans ses politiques les plus anciennes et les plus emblématiques. En effet, quelle était la préoccupation des Européens en instituant la PAC? C'était la protection du revenu des agriculteurs, la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs. À ces objectifs historiques se sont ajoutés la protection de l'environnement et le développement rural, et nous devons, dans le cadre d'une PAC rénovée, nous assurer que ces objectifs essentiels seront encore mieux atteints pour que notre agriculture assure un niveau de vie décent aux producteurs et pour que les consommateurs puissent accéder à des produits agricoles de qualité à un juste prix. Et par ailleurs, pour parler de la protection, la création du Fonds européen d'aide aux plus démunis a permis à la France de recevoir, sur la période 2014-2020, 500 millions d'euros pour la fourniture d'aide alimentaire aux plus démunis. Cela représente, pour les associations qui agissent dans ce domaine, un quart de leur fonctionnement et de leurs frais d'intervention. Mais dans une mondialisation aujourd'hui perturbée par la concurrence entre grands blocs économiques et les tentations isolationnistes, une Europe qui protège, c'est aussi une Europe qui cesse d'être naïve dans le domaine commercial. Nous progressons dans ce domaine. Je veux saluer la décision du Conseil européen de se doter d'une nouvelle méthode de calcul des distorsions de marché résultant de l'intervention de l'État dans les pays tiers. S'agissant
de la lutte contre la concurrence commerciale déloyale, nous veillerons à ce que la Commission fasse plein usage de ce nouvel instrument anti-dumping en vue de défendre l'industrie européenne. Et plus largement, nous devons refonder la politique commerciale européenne. Les négociations commerciales ne peuvent plus être menées porte fermée. Elles doivent être transparentes. Elles ne peuvent plus concerner seulement les tarifs et les tonnages. Elles doivent pleinement garantir le respect des normes sanitaires et environnementales et contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. Et je le dis devant votre Assemblée, les accords de demain doivent être plus complets que ne l'est le CETA. Comprenons-nous bien, cet accord reste un bon accord pour les ouvertures de marché qui l'autorisent et parce qu'il prévoit un véritable mécanisme juridictionnel de règlement des différends sur les investissements, mais il doit être complété par un instrument complémentaire dans le domaine climatique en particulier. C'est la voie choisie par le gouvernement et en outre, le Parlement sera informé à chaque étape préparatoire de la ratification du CETA. Je parle là du CETA, mais une fois engagés d'autres accords, ces accords devront être menés dans la plus grande transparence. C'est la raison pour laquelle le président de la République a aussi proposé que soit rapidement mis en place un procureur commercial au niveau européen, chargé d'assurer la protection de nos intérêts face aux pratiques commerciales litigieuses qui sont à l'œuvre en permanence dans les échanges internationaux. Et parce qu'une puissance doit définir ses intérêts stratégiques, la souveraineté de l'Europe passe également par la sauvegarde de ses intérêts économiques majeurs. Comme vous le savez sans doute, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a présenté, à la suite de son discours sur l'état de l'Union, une proposition visant à établir un cadre pour la surveillance des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques au sein de l'Union. Aujourd'hui, certains États membres, comme la France, sont dotés de dispositifs performants, d'autres mécanismes nationaux le sont moins, certains États n'en ont aucun. Une coordination européenne est indispensable dans le cadre du marché unique. L'Europe de la protection s'entend également sur le terrain de la défense et de la sécurité. Je l'ai rappelé, les crises internationales affectent nos intérêts dans les zones toujours plus proches de l'Europe, la Syrie, la Libye, le Sahel, l'Ukraine, sont à proximité ou à nos portes, avec des effets directs sur l'ensemble des pays européens. Elles génèrent la menace terroriste, elles font craquer les frontières de Schengen ou vaciller l'architecture de sécurité européenne. Cette situation exige que nous soyons collectivement capables de définir ensemble nos intérêts fondamentaux de sécurité. La France, en raison de ses capacités, en raison de son engagement, doit être à l'initiative et d'abord dans la manière dont nous définissons nos propres intérêts nationaux en relation avec la souveraineté de l'espace européen. Avec l'Allemagne, nous avons aussi un partenaire qui est de plus en plus conscient des menaces diverses qui pèsent sur l'Europe, à l'Est comme sur son flanc sud, et on l'a vu d'ailleurs récemment en Afrique. Nous pouvons donc aussi, sur ce terrain, avancer avec elle. La définition d'une doctrine stratégique commune européenne, c'est la condition sine qua non de la mise en œuvre de l'autonomie stratégique européenne. C'est en effet à partir d'une conception partagée de ces intérêts communs que nous pourrons définir les capacités, le budget et la culture de sécurité commune qui donneront corps à cette dimension fondamentale de la souveraineté européenne. Concrètement, s'agissant de l'Europe de la défense, vous le savez, deux avancées majeures ont été récemment enregistrées. D'abord, le projet de coopération structurée permanente, qu'on appelle généralement CSP, sur la base d'une contribution proposée par la France il y a un an, proposée par la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, mais soutenue aussi par la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Finlande, la République tchèque. Sur la base de cette contribution, une liste précise de critères à remplir pour participer à la CSP a été établie, a été approuvée, assortie d'un mécanisme de vérification permettant de garantir que les critères ambitieux qui ont été fixés par la coopération structurée permanente soient respectés par les États membres désireux d'y participer.
Les États de la CSP s'engagent à fournir un effort particulier en termes de développement, s'engagent à mettre à disposition des unités de combat pour des missions communes, s'engagent à renforcer leurs capacités de défense. Il appartient désormais, à ce moment, aux États membres qui le souhaitent de notifier leur volonté d'y participer et de démontrer qu'ils respectent les critères que nous avons fixés collectivement, et ce, avant la fin de l'année. Le deuxième aspect des avancées dans le domaine de la défense, vous connaissez aussi, c'est la proposition par la Commission de créer un programme européen pour le développement de l'industrie de défense qui doit financer des investissements nationaux dans la recherche, dans le développement de prototypes et dans l'acquisition d'équipements et de technologies. C'est une avancée considérable. Les négociations sur ce programme sont en cours, c'est ce qu'on appelle le Fonds européen de défense. Il est souhaitable que ces négociations aboutissent avant la fin du premier semestre 2018 et l'enjeu sera alors de doter ce fonds de financement suffisant, mais les perspectives devront être négociées dans le cadre financier pluriannuel. Ils pourront atteindre 500 millions d'euros par an, c'est les chiffres qui sont avancés et on voit bien qu'il s'agit là d'un saut qualitatif tout à fait significatif. Dans la suite du débat, la parole est à notre collègue André Gattolin pour La République En Marche et il a 6 minutes. 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame la ministre chargée des Affaires européennes, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord vous dire mon immense satisfaction quant à la tenue ici de ce débat sur l'avenir de l'Union européenne. Des débats en séance publique sur l'Europe, nous en avons assez régulièrement, mais ils ne rassemblent en général guère plus d'une vingtaine de sénateurs, bien loin de l'affluence d'aujourd'hui. Ces débats ont habituellement lieu à la veille de chaque sommet européen en présence du secrétaire d'État aux Affaires européennes. Sur le fond, nous égrenons à cette occasion un ordre du jour prévisionnel pléthorique, renvoyant à une multitude de points assez hétérogènes qui ressemblent plus en fait à une liste à la Prévert qu'à un véritable panorama de l'état de l'Union. C'est donc, je crois, une excellente chose que nous ayons donc enfin un débat générique sur l'avenir de l'Europe et je trouverais, Monsieur le Ministre, particulièrement pertinent, si vous l'acceptiez, d'annualiser ce rendez-vous important pour l'Europe. En militant de l'Europe que je suis depuis plus de 35 ans, je ne vous cache pas non plus la joie que me procure, Monsieur le Ministre, votre présence à ce débat, ainsi que le nouvel intitulé de votre ministère, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Excusez-moi de la trivialité de mon langage, mais je trouve que ça a quand même plus de gueule et surtout plus de sens que ministère des Affaires étrangères et du développement international, un intitulé qui n'est pas si ancien que ça et qui dénote une époque où on avait l'Europe discrète, pour ne pas dire l'Europe honteuse dans ce pays. Ce nouvel intitulé du Quai d'Orsay n'est pas qu'un symbole, mais il est le fruit, je crois, de la volonté d'un président français qui a, contrairement à ses plus récents prédécesseurs, la matrice et la fibre européenne viscéralement ancrées en lui. Mais la première grande audace d'Emmanuel Macron, ce fut d'avoir osé mettre l'Europe au cœur de sa campagne présidentielle, et ce, à un moment où notre pays, comme notre continent, était traversé par une succession de crises majeures. Son audace originale, ce fut donc d'avoir osé présenter l'Europe non plus comme une contrainte, mais comme un véritable atout pour notre pays. Et sa force politique aujourd'hui, en tant que président en exercice, c'est de ne cesser de parler d'Europe, de parler à l'Europe et pour l'Europe. De fait, la persévérance européenne du président n'est pas discutable et son discours de la Sorbonne du 26 avril dernier ne saurait être lu comme une fulgurance d'un jour qui remiserait la question européenne au rang des dossiers à ne ressortir qu'à la veille des prochaines échéances européennes. Non, ce discours, pour important qu'il soit, et il l'est, s'inscrit dans une série d'interventions majeures d'Emmanuel Macron, avant et après son élection, sur la centralité de l'enjeu européen pour notre pays. Et à ceux et à celles qui s'étonnent de sa volonté pragmatique, exprimée à la Sorbonne, d'aller de l'avant, quitte à avancer d'abord avec un groupe d'États volontaires pour déverrouiller le blocage institué par la règle de l'unanimité sur les défis aujourd'hui les plus capitaux que nous devons affronter, je les renvoie à la lecture
de son discours du 18 avril 2016 à Bruges devant le Collège de l'Europe, alors qu'il était encore ministre et qu'il venait tout juste de lancer le mouvement En Marche. À celles et à ceux qui s'étonnent de voir l'importance primordiale qu'il accorde à la construction d'une défense et d'une véritable politique de sécurité commune, je renvoie au grand meeting d'Emmanuel Macron du 19 avril dernier à Nantes, à 4 jours du premier tour de la présidentielle, où je crois, Monsieur le Ministre, que nous étions tous les deux présents. Enfin, à celles et à ceux qui s'étonnent de son propos à la Sorbonne, merci cher ami, sur la souveraineté européenne et sur la reconquête de nos souverainetés nationales dans et par l'Europe, en même temps que de son affirmation de l'urgence démocratique à mettre en place dès le premier semestre 2018 des conventions démocratiques visant à définir avec tous les citoyens d'Europe le cap à donner à l'Union pour les prochaines années, nous renvoyons au discours du président prononcé le 7 septembre dernier à Athènes. À Athènes, où il a également affirmé son souhait de voir instaurer des listes transnationales dès les prochaines européennes de 2019. L'idée, en soi, n'est pas nouvelle et le Parlement européen avait échoué à l'imposer à l'occasion des européennes de 2014. Alors, les vieilles formations politiques nationales, même grimées en pseudo-partis européens, ont la vie dure, en particulier en France, où la question européenne semble être une chose trop sérieuse pour être abandonnée à des élus qui pensent Europe et qui agissent véritablement en Européens. Mais le fait que cette proposition soit aujourd'hui portée par le président d'un des principaux États membres de l'Union rend assez difficile sa mise à l'écart d'un simple revers de main. Il n'y aura pas, mes chers collègues, d'Europe puissante, souveraine et démocratique si nous ne sommes pas capables de faire émerger non pas une classe européenne, mais une représentation politique de classe européenne dans l'ensemble des États membres. Un des plus grands succès de l'Union au cours des dernières décennies a été et demeure sans conteste le programme Erasmus. Eh bien, mes chers collègues, il est grand temps d'instaurer un Erasmus de la représentation politique en Europe. Être député européen ne saurait se réduire à une commutation Paris-Bruxelles ou Paris-Strasbourg. De même, être parlementaire national, avec toutes les prérogatives de contrôle et de transposition de directives européennes dont nous disposons, vous avez qu'à venir à la Commission des affaires européennes, vous le sauriez, cher ami, supposerait qu'une part significative d'entre nous accepte d'être détachés pour une durée d'au moins 3 mois au cours de leur mandat, soit dans un autre Parlement national, soit au sein du Parlement européen. De cette appréhension très concrète d'une autre culture politique de l'Union, je crois que notre représentation nationale gagnerait en agilité européenne et donc en influence réelle sur la manière dont l'Europe, notre Europe, se construit. En conclusion, ce n'est donc pas, mes chers collègues, un enlèvement d'Europe, comme cela a été écrit, mais un élèvement de la France par l'Europe et pour l'Europe, auquel le président Macron nous convie. Nous aurions tort, je crois, de ne pas relever le défi qui nous est fait. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 7 septembre, devant le Parthénon, symbole éternel de la sagesse grecque, sur la Pnyx, colline de l'exercice de la démocratie athénienne, premier gouvernement du peuple par le peuple, le président Macron a posé cette question. Qu'avons-nous fait, nous, de la démocratie ? 60 ans après le traité de Rome, le bilan est en effet amer. Partout en Europe, les droits de l'homme régressent, alors qu'ils étaient considérés par les traités non seulement comme le fondement des institutions européennes, mais aussi comme le principe régulateur des relations avec nos voisins. Au sein de l'Union, des droits fondamentaux sont bafoués, qu'il s'agisse de l'indépendance de la justice, de la liberté de la presse, des libertés académiques, des droits des syndicats, des minorités ou de ceux des femmes. Alors qu'en juin dernier, notre communauté nationale s'est retrouvée unie pour célébrer l'œuvre accomplie et le message délivré par Simone Veil
grande figure européenne qui fait notre fierté, l'accès libre des femmes au droit à l'intervention volontaire de grossesse est menacé dans plusieurs des États membres et de plus en plus entravé dans notre pays même. Comment ne pas s'indigner en pensant à l'opprobre jeté à la face de celles et ceux qui ont choisi d'offrir le don d'amour à une personne du même sexe? Que dire de la honte qui nous accable en pensant au triste sort que nous avons réservé à nos sœurs et à nos frères en humanité fuyant la terrible guerre qui ravage à nos portes la Syrie, pays avec lequel nous partageons pourtant une frontière. La semaine dernière, l'Europe a offert au reste de l'humanité le spectacle affligeant du sang versé pour empêcher des citoyennes et des citoyens de voter. La Commission européenne justifie son lourd silence complice par son obligation de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État membre. Elle a été beaucoup moins neutre quand il s'agit d'imposer au gouvernement grec de baisser les pensions de ses retraités les plus pauvres. La solvabilité de la dette passe avant la défense du droit de vote. Pourquoi continuer d'ignorer, dans le continent le plus riche de la planète, la misère croissante de celles et ceux qui sont privés de travail, qui n'ont plus de toit, qui ne peuvent plus se soigner et qui viennent chaque jour grossir les fils des soupes populaires comme aux heures les plus sombres de notre histoire européenne? Allons-nous effacer encore longtemps de nos consciences humaines la pitoyable existence de celles et ceux qui travaillent le jour et dorment la nuit dans leur voiture? En Allemagne, dans ce pays que vous érigez en modèle pour une Europe que vous appelez de vos vœux, 22% des salariés ont un salaire mensuel inférieur à 980 €. Pis, près de 5 millions d'actifs vivent avec moins de 450 € par mois. Cette misère sociale, cette incapacité croissante des salariés à vivre dignement des fruits de leur dur labeur attise les braises de l'extrémisme et pousse les électeurs vers des partis antidémocratiques, racistes et xénophobes. Pour la première fois depuis la guerre, 94 députés nazis vont siéger sous la coupole du Reichstag. Entendez ce coup de tonnerre d'un orage à venir qui pourrait être bien plus terrible. Aujourd'hui, vous nous proposez d'appliquer à la France ces vieilles recettes en instaurant un gouvernement économique de la zone euro totalement soumis aux critères de l'ordolibéralisme allemand. Vous voulez priver notre Parlement de ses prérogatives budgétaires pour les confier au gouvernement des techniciens, parce que vous jugez qu'en cette matière, il est toujours plus efficace de donner le pouvoir à des personnes qui ne le détiennent pas du peuple. Quelle est la puissance des dogmes qui vous aveuglent et vous empêchent de reconnaître que la précarité, sous le joug de laquelle vous assujettissez des pans toujours plus importants de nos sociétés, nous conduit à l'abîme? Comment ne pas comprendre que les peuples refuseront maintenant d'être dépossédés de leur souveraineté au profit d'instances non élues qu'ils jugent responsables de la dégradation de leurs conditions matérielles? Oui, nous pensons avec vous qu'il faut refonder l'Europe, mais par pitié, sur d'autres bases et avec d'autres principes que ceux qui aujourd'hui condamnent l'idée européenne dans son essence même. Offrez au peuple l'utopie mobilisatrice d'une République universelle, démocratique et sociale, un grand rassemblement des femmes et des hommes libérés de la peur du lendemain, rassurés sur leurs conditions d'existence et disponibles pour travailler ensemble à l'avènement d'une nouvelle République. Retrouver l'esprit qui anima jadis la démocratie athénienne, pour laquelle l'exercice du métier de citoyen imposait d'abord de vivre bien ensemble. Je conclurai par ces fortes paroles de Victor Hugo, notre collègue, qui siégeait à la gauche de cet hémicycle, à la place aujourd'hui occupée par Madame Assassi. En 1860, depuis son exil, refusant la soumission à la dictature de celui qu'il appelait Napoléon le Petit, il déclarait, je le cite, « Ô mes frères en humanité, c'est l'heure de la joie et de l'embrassement. Mettons de côté toute nuance exclusive, tout dissentiment politique,
petit en ce moment. À cette minute sainte où nous sommes, fixons uniquement nos yeux sur cette œuvre sacrée, sur ce but solennel, sur cette vaste aurore, les nations affranchies. Et confondons toutes nos âmes dans ce cri formidable, digne du genre humain, vive la liberté. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant notre collègue Philippe Bonnecarrère pour le groupe de l'Union centriste et pour 8 minutes. La parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, chers collègues, débattre de l'avenir de l'Union européenne, c'est débattre de notre propre avenir, de celui de tous les Français, c'est donner une vision et un espoir pour les générations à venir. Quantifier la conscience de nos concitoyens d'être européens, pour reprendre une formule que vous avez utilisée, Monsieur le Ministre, il y a quelques minutes. C'est aussi retrouver l'esprit qui a guidé les pères fondateurs de notre Union. Lors de la campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron s'était engagé à proposer une refondation de l'Union européenne. Force est de constater que depuis son élection, le président de la République ne s'est pas ménagé sur ce dossier et je souhaite saluer sa détermination ainsi que le contenu des 2 discours ambitieux qu'il a prononcés début septembre à Athènes et il y a 2 semaines à la Sorbonne. Le président de la République a posé les bases de son engagement et de son ambition pour l'Europe. Pour retrouver le souffle originel de l'Europe, 2 piliers solides me paraissent importants à mettre en exergue. Une Europe plus démocratique devrait permettre de renouer le lien avec les citoyens européens. Deuxièmement, une Europe plus protectrice doit assurer un rôle concret aux institutions de l'Union. Dans un premier temps, il apparaît une volonté de recréer une Europe souveraine, unie et démocratique, comme énoncé dans le discours de la Sorbonne. Cette refondation démocratique ne pourra se faire qu'en associant l'ensemble des citoyens à la réflexion et aux décisions à prendre. Nous ne pouvons plus jouer, entre guillemets, avec l'opinion publique, comme cela a été souvent le cas lors des décennies écoulées, en particulier après différents référendums plus ou moins concluants. Le président de la République a proposé que soient organisées des conventions démocratiques en 2018 dans l'ensemble des États membres qui le souhaiteraient, afin d'écouter et de faire débattre les Européens entre eux. La reconstruction doit partir des peuples. C'est le meilleur moyen de donner l'envie d'Europe. C'est aussi une bonne manière d'intégrer des idées nouvelles soutenues par les citoyens. Je pense aussi que les parlements nationaux auront toute leur place dans ces conventions. Il sera important que notre commission, Monsieur le Président Bizet, contribue à ces débats et nous savons, Monsieur le Président Gérard Larcher, pouvoir bénéficier de votre soutien. Nous avions produit l'année dernière un important rapport avec nos collègues des Affaires étrangères intitulé « Relancer l'Europe, retrouver l'esprit de Rome ». Il pourrait servir de base à une réflexion qui s'inscrit dans le cadre des propositions du Président de la République. Redonner du sens à la démocratie européenne, c'est aussi redonner une légitimité au Parlement européen. La proposition de listes transnationales aux prochaines élections européennes va dans le bon sens. Elle améliore le sentiment d'appartenance à une communauté de citoyens européens, la possibilité de partager un projet. Cela devrait peut-être également passer par un rééquilibrage des pouvoirs entre les différentes institutions communautaires, avec un Parlement plus représentatif et plus démocratique, comme je l'évoquais il y a quelques secondes. Vous connaissez aussi l'importance de la question des moyens, du montant du budget européen et la possibilité de disposer ou non d'un budget de la zone euro. Étant donné l'état de l'opinion publique, et ce depuis de nombreuses années, il y a urgence à lancer ces débats. Les 2 années à venir seront, je l'espère, celles de la reconstruction démocratique. Notre pays en sera acteur, il est revenu dans le débat, il a retrouvé ce que j'appellerais une volonté d'Europe.
une exigence de responsabilité, pour reprendre là aussi un propos de l'intervention de Monsieur le ministre. Dans un second temps, et au-delà de la refondation démocratique de l'Union, il nous faut lui redonner du sens, à la mesure de sa dimension et à la mesure des attentes des citoyens, et j'entends à cet égard que tout n'est pas non plus qu'économie sur ces sujets. Pour cela, l'axe principal sur lequel je souhaite m'attarder est celui d'une Europe qui protège. La protection peut couvrir des champs naturellement divers. Une Europe qui protège, chers collègues, c'est une Europe qui tend vers une convergence des droits sociaux, des droits des salariés et de la fiscalité. À cet égard, l'initiative lancée par la France sur la révision de la directive dite des travailleurs détachés est assez différente de ce que j'ai entendu il y a quelques secondes. Elle est aussi, bien sûr, un marqueur fort. Aujourd'hui, la situation n'est pas convenable, tant pour les salariés que pour les entreprises, tant sont déséquilibrées les conditions de travail et de protection sociale. Dans ce domaine, nous devons également nous lancer, ce qui est aussi une réponse à ce que nous avons pu entendre dans l'intervention précédente, dans une refonte des bases de la fiscalité des entreprises. La convergence fiscale doit être recherchée pour limiter le dumping entre les différents États membres. Elle doit aussi nous permettre de nous protéger des stratégies qui ont à la fois un caractère d'optimisation fiscale, mais qui ont aussi un caractère anticoncurrentiel de certaines multinationales. Vous avez reconnu là, bien entendu, la problématique propre à ce que nous appelons aujourd'hui les GAFA. Une Europe qui protège, c'est une Europe favorable au développement économique, à la recherche, à l'innovation technologique, mais c'est aussi une Europe suffisamment unie et puissante pour adopter des règles justes vis-à-vis de ce type d'entreprises qui ne peuvent pas se développer au détriment des citoyens ou des plus petites sociétés. Enfin, une société qui protège, c'est aussi une Europe qui assume des choix clairs en matière de sécurité et de défense. Depuis plus de 2 ans, toute l'Europe est la cible d'attentats, sans cesse plus meurtriers. Une réponse concertée, une protection forte au niveau de l'Union est indispensable. Monsieur le ministre, Madame la ministre, la séquence de questions qui suivra devrait nous permettre d'examiner, de vous interroger un petit peu plus en avant sur les actions menées dans ce domaine. En matière de défense, l'Europe pourrait aussi se doter d'une force commune d'intervention et d'un budget de défense commun, tel que l'a proposé le Président de la République et tel que nous l'avons retrouvé dans votre intervention, Monsieur le Ministre, il y a quelques minutes. N'oublions pas aussi la dimension du renseignement dans la lutte contre le terrorisme. Le renseignement se coordonne, s'organise au niveau européen. Pour conclure, et vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, chers collègues, le groupe Union centriste, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui à cette tribune, soutient totalement les démarches entreprises par le Président de la République pour refonder l'Europe et lui redonner tout son sens. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, nous avons le sentiment que la France retrouve une place de leader, une parole dans la construction européenne, et ce, dans un partenariat de bon aloi avec nos voisins allemands. Oui, chers collègues, nous avons besoin d'Europe, et surtout d'une Europe forte qui puisse jouer un rôle de pivot et de stabilisateur. Vous avez aussi compris que nous ne partageons pas la vision de mon prédécesseur à cette tribune, vision bien sûr respectable, mais il ne faut pas exploiter toutes les facettes d'une volonté de catastrophe ou de déclinisme, pour être encore plus explicite. Chers collègues, nous sommes fiers de siéger dans cet hémicycle, devant le drapeau tricolore, mais aussi devant le drapeau de l'Europe. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant au président Didier Guillaume pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, Monsieur le Président du Sénat, mes chers collègues. Il y a quelques années, pas de très nombreuses années, un débat dans cet hémicycle sur l'avenir de l'Union européenne aurait paru incongru aux parlementaires que nous sommes, tellement il n'y avait pas de débat sur la nécessité de la construction européenne. Nous nous accordions sur la réalité de cet avenir, nous nous accordions sur le besoin de cet avenir et presque
sur les modalités de cet avenir. Est-ce toujours le cas? La question se pose et ce débat doit y répondre. Et vous, Monsieur le ministre, Madame la ministre, vous devrez amener avec le gouvernement ces réponses-là et les apporter au peuple français. Cette sérénité, cette confiance dans le projet européen nous en fait oublier la nécessité de l'expliquer et surtout de le penser, voire de le repenser. Aujourd'hui, l'Union européenne vit une crise majeure, une crise comme elle n'en a jamais connue auparavant. Une crise qui peut avoir deux issues. La fin de l'idée européenne et de l'Europe telle que la bâtirent nos prédécesseurs, ce serait un désastre politique et humain. Ou alors, le redémarrage d'une Europe de prospérité et de solidarité. Et nous devons avoir la volonté chevillée au corps de réinventer le rêve européen. Oui, Monsieur le Ministre, il faut un sursaut, il faut un cap clair pour une vraie refondation de l'Europe. Au moment où l'euroscepticisme gagne les rangs des Français et plus largement des citoyens européens, où l'Union traverse des crises en donnant l'impression d'une totale non-maîtrise des événements, où les peuples d'Europe sont de plus en plus méfiants vis-à-vis du projet européen, ce type de débat est utile et devrait même être plus courant. Monsieur le ministre, je veux d'emblée vous assurer de notre soutien pour tout ce qui ira dans le sens d'un renforcement de l'Union, d'un approfondissement du projet européen et surtout d'une dynamique démocratique européenne. Nous vous soutiendrons parce que notre pays en a besoin, parce que vous aurez besoin de la force du Parlement pour vous exprimer, pour exprimer une position claire de la France sur la scène européenne. Parce que nous croyons que c'est dans l'accomplissement d'un projet européen que les peuples d'Europe seront mieux protégés, tant en termes de sécurité physique que de garantie sociale. Mais sachez que notre exigence et notre vigilance seront fortes et constantes. Nous croyons dans le projet européen parce que nous reconnaissons ce qu'il a apporté aux peuples européens depuis 60 ans, mais aussi parce que nous avons la volonté de corriger les erreurs qui ont pu émailler sa construction. Contrairement à ceux qui ont baissé les bras, nous pensons l'Europe comme un enjeu politique primordial. Faire table rase serait une facilité et une erreur historique. Et quel reniement, quelle démission intellectuelle, quel déshonneur pour ceux qui veulent aujourd'hui faire disparaître les symboles européens, comme par exemple le drapeau. C'est absolument inacceptable. Et le président de la République a dit qu'au prochain Conseil européen, la France ferait une déclaration solennelle pour reconnaître le statut de l'hymne et du drapeau européen. Nous y sommes totalement favorables parce que la politique et la construction européenne, c'est aussi une affaire de symbole. Et bien sûr, construire est plus complexe, plus long, plus difficile que de renier, mais bien plus utile au peuple. C'est dans cette nouvelle construction européenne que nous souhaitons nous diriger. Et à ce titre, je souhaite vous alerter sur deux dangers qui pèsent sur ce projet. Le premier est celui du risque de l'éclatement. Il a déjà commencé et les tenants de l'explosion ou de l'implosion du projet européen sont nombreux. Notre mobilisation, votre action, doivent être totales contre ce risque. Nous devons y répondre en affirmant notre volonté d'une Europe intégrée et unie. Le phénomène britannique n'est pas isolé. Dans notre pays, la dernière élection présidentielle a montré que la remise en cause de l'Union était de plus en plus forte. Sous deux formes différentes, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, les opposants à l'Europe, les eurosceptiques, ont fait plus de 40%. En Allemagne, l'extrême droite est entrée au Parlement. En Hongrie, en Pologne, les opposants au projet européen sont même au pouvoir. La menace donc de l'éclatement de l'Union n'est pas que virtuelle. Et si une partie des Britanniques regrette déjà leur sortie, personne ne peut dire ce qu'un référendum du même type donnerait aujourd'hui dans d'autres pays. Ce mouvement pourrait devenir une lame de fond contre toute espèce de solidarité. C'est d'ailleurs bien cette volonté de ne pas payer pour les autres qui a présidé pendant des années au traitement du dossier grec, jusqu'à ce que la menace du Grexit fasse évoluer les positions. La France a été à la pointe et a joué un rôle déterminant au règlement de la crise grecque. La France compte et doit continuer à compter et à peser dans le concert des nations. Ce danger d'éclatement doit donc nous rappeler au principe de solidarité au sein de l'Union. La construction purement économique a trop écarté ce besoin de solidarité entre les peuples, alors que nos sociétés ont été de plus en plus interdépendantes.
Ce paradoxe doit donc être résolu dans une nouvelle phase du projet européen. Certes, il faut aller dans le sens d'une union monétaire renforcée, d'un budget efficace aux ressources propres, de l'harmonisation des politiques, notamment fiscales, vous les avez évoquées, Monsieur le Ministre, mais il est absolument indispensable d'aller vers une convergence sociale avec l'adoption d'un socle européen des droits sociaux, sous peine d'un retour en arrière de l'idée européenne par une grande majorité de nos concitoyens. La solidarité européenne, c'est aussi le partage sur l'effort de sécurité. La France, d'autant plus avec le départ du Royaume-Uni, ne peut plus assumer seule ou presque seule la protection de tout un continent. Le contexte terroriste et le besoin du renforcement militaire de notre pays a montré l'urgence d'une plus grande unité militaire en Europe, et je parle devant un expert. Les propositions du président de la République en la matière sont fortes. Espérons que le projet européen de défense puisse enfin voir le jour. Le deuxième écueil sur lequel nous serons vigilants est celui de la déconnexion du projet européen. La perte d'espoir dans l'Europe ne vient pas de nulle part. Parmi les erreurs du passé que j'évoquais tout à l'heure, c'est bien l'éloignement des citoyens de ce qu'on appelle la technostructure qui a été la plus terrible. De la directive Bolkestein à celle sur les travailleurs détachés, de la politique agricole commune à Schengen, les Français sont souvent inquiets et interrogatifs. L'éloignement a attisé l'exaspération pendant que la crise montrait d'autres failles du projet européen, notamment avec l'absence d'Europe sociale. Il n'est plus temps de se satisfaire d'accords entre gouvernements, mais de satisfaire les attentes légitimes des citoyens. Ne refaisons pas les erreurs du passé, n'éloignons pas plus l'Europe des citoyens, ne construisons pas de nouvelles instances sans lien démocratique, n'empilons pas les institutions comme on sait parfois si bien le faire. Au contraire, Monsieur le Ministre, nous vous demandons de réfléchir constamment que tout nouveau projet, toute nouvelle institution européenne se fasse avec la volonté de mettre plus de démocratie dans l'Europe. Le Parlement européen doit ainsi obtenir plus de pouvoir parce qu'il représente la volonté citoyenne, la démocratie, la volonté du peuple. C'est bien le lien entre décision et démocratie qu'il faut renforcer quand nous parlons de projets démocratiques, bien avant les débats légitimes sur les modalités d'élection. Nous veillerons à ce que vous preniez ce chemin d'une Europe plus démocratique. Là encore, vous aurez sûrement des opposants. Certains vous expliqueront que ce ne sont que des mots qui ne produiront aucun effet. Mais croyez-nous, la démocratie n'est pas qu'un mot, elle est un projet en elle-même et l'Europe a besoin de ce projet démocratique qui seul la rapprochera des citoyens. Démocratie et solidarité, ce sont les deux principes que nous voulions apporter au nom de notre groupe à ce débat sur l'avenir de l'Union européenne. Parce que l'Europe doit s'affirmer comme une puissance souveraine, Monsieur le Ministre, vous l'avez évoqué dans votre propos, notre projet européen a besoin d'une boussole, d'une identité, et ces principes peuvent y contribuer. L'ancrage des symboles européens dans notre pays participera aussi à la progression du sentiment européen. Vous nous trouverez donc avec vous pour contribuer au débat. Vous nous trouverez aussi à vos côtés contre tous ceux qui veulent démanteler l'Europe, contre ceux qui prônent le repli et la suppression des symboles. Au populisme sans limite, répondez par un projet démocratique. À la folie démagogique des extrêmes, répondez par l'aspiration à plus de solidarité. Parce que la France a toujours été du côté des bâtisseurs de notre espace commun, parce que la France a un rôle éminent à jouer dans la nouvelle phase qui s'ouvre, parce que la France, avec l'Allemagne, demeureront un moteur solide au milieu des autres nations, parce que vraisemblablement, il faudra un nouveau traité de l'Élysée. Monsieur le Ministre, assumons ensemble notre volonté européenne inébranlable. Assumons d'être les fers de lance de sa reconstruction. Assumons notre histoire. Assumons quelles qu'en soient les difficultés, il y en aura. Quel que soit le travail immense à accomplir, il sera là. Et quels que soient les obstacles à lever, oui. Assumons que nous demeurons des travailleurs infatigables pour continuer à bâtir cette belle idée européenne et que demain, encore tous ensemble, nous puissions dire « Vive l'Europe ». La parole est à Monsieur Jean-Claude Requier du groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, mes chers collègues, quelle Europe pour demain? Si l'on songe aujourd'hui à ce qui se joue en Espagne, on pourrait se dire voilà un obstacle de plus au grand projet européen. Le réveil identitaire qui agit cet État membre, un voisin,
un ami de la France, nous savons qu'il travaille aussi d'autres pays. L'entrée massive au Bundestag de l'AfD aux dernières élections allemandes a une nouvelle fois démontré le poids croissant des mouvements nationalistes, populistes et eurosceptiques au sein de plusieurs États membres. La France n'échappe pas à cette tendance. C'est un défi politique qui s'ajoute à celui de nombreux autres défis quand il n'en est pas une conséquence. Crise de la dette, crise migratoire, terrorisme. L'Europe est sur tous les fronts, avec des résultats, il faut le souligner. Certains prêtent beaucoup de mots à l'Union européenne sans se demander ce que serait chacun des pays européens, seuls, isolés, face à la puissance démographique et industrielle de la Chine, face à l'hégémonie financière américaine ou encore à terme face aux grands ensembles régionaux qui s'organisent aussi bien en Asie qu'en Amérique du Sud. En effet, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, l'addition des forces est une nécessité et une condition de la survie économique de la plupart des États membres de l'Union européenne, contrairement à ce que certains aimeraient faire croire. Que serait devenue la Grèce sans tous les mécanismes de sauvetage et de régulation mis en œuvre depuis 2010 ? Quel serait l'état de nos frontières sans Frontex, l'accord avec Ankara ou bien d'autres instruments venus depuis 2015 contenir un mouvement migratoire avec lequel il faudra vivre ? Naturellement, beaucoup reste à faire, mais quelle que soit l'ampleur de la tâche, nous ne devons pas attendre d'être au pied du mur pour agir. Trop souvent, certains des outils que j'ai cités sont intervenus dans l'urgence. Parfois même, c'est l'émotion qui a accéléré une politique, comme ce fut le cas pour la politique migratoire, parce qu'un corps innocent échoué sur une plage avait heurté les consciences. C'est regrettable. En attendant, malgré ces insuffisances, ces retards, l'Union européenne doit demeurer notre indéfectible horizon. La déclaration de Bratislava le concède, je cite, « L'Europe n'est pas parfaite, certes, mais c'est le meilleur instrument dont nous disposons pour relever de nouveaux défis. » Le 26 septembre dernier, à la Sorbonne, le président de la République a rappelé que l'Europe était, citation encore, une idée portée depuis des siècles par des pionniers, des optimistes, des visionnaires, et que sans cesse, il nous appartient de nous la réapproprier. Oui, mes chers collègues, les pères fondateurs ont inventé l'Europe, nous avons aujourd'hui le devoir de la réinventer. Le président a livré sa vision sur l'Europe, une vision fondée sur le concept de souveraineté européenne, et pour ma part, en tant que président d'un groupe profondément européen, je ne peux que me réjouir de cet élan, et ce d'autant plus qu'il a été plutôt bien accueilli par nos partenaires. Le président a décliné cette nécessaire souveraineté en matière de défense, de contrôle des frontières, de politique étrangère, de transition écologique, de mutation numérique et bien sûr de puissance économique et industrielle. Rien ne m'effraie dans la plupart des propositions avancées, au contraire, et certaines d'entre elles, assez concrètes, sont déjà dans les discussions qui animent régulièrement le Conseil européen. D'autres convergent aussi avec le scénario 5, faire beaucoup plus ensemble, formalisé dans le livre blanc sur l'Europe présenté au début de l'année par Jean-Claude Juncker. Mais puisqu'une vision pour plus d'Europe aboutisse, il faut que chacun des États membres se retrouve sur l'essentiel, que les valeurs que nous partageons soient clairement approuvées. La première d'entre elles, c'est la solidarité, et ce n'est pas une tâche facile que d'encourager davantage. Elle a été souvent mise à rude épreuve au cours des dernières années. Le Brexit en est un exemple. Il faudra donc faire preuve d'une mobilisation sans borne pour rappeler que la solidarité doit être au cœur du fonctionnement de l'Europe, car sans celle-ci, rien ne peut avancer, aucune convergence fiscale, sociale ou environnementale ne peut aboutir sans un minimum de bonne volonté partagée. Mais comment forcer cette solidarité quand elle fait défaut? La réponse doit passer par une réforme des institutions. Cette question ne doit pas être taboue. Donnons-nous une chance de rendre le fonctionnement des institutions européennes plus transparent et plus démocratique. Ainsi, ces décisions seront mieux acceptées et les résistances mieux surmontées, en tout cas souhaitons-le. Mes chers collègues, Maurice Faure, qui était mon mentor en politique, m'a confié un jour avoir négocié et signé le traité de Rome contre le Quai d'Orsay et imposé à l'administration sa vision politique. Mais cette Europe-là n'était pas l'Europe des normes, des règlements et des directives qui ne fait plus rêver personne. Madame la ministre,
Pour cette reconquête, vous aurez à vos côtés les membres du RDSE pour vous aider à faire avancer un nouveau projet européen, lui donner plus d'ambition, plus de sens et plus de souffle. Monsieur le Président, Madame la ministre chargée des Affaires européennes, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je me félicite de cette occasion de débattre avec le gouvernement de l'avenir de l'Union européenne. Le Sénat avait en quelque sorte pris les devants il y a quelque temps déjà, à la demande du président Gérard Larcher. Nous avions, avec Jean-Pierre Raffarin, créé un groupe de suivi du Brexit et de la refondation de l'Union européenne, un groupe commun aux commissions des affaires européennes et des affaires étrangères. Retrouver l'esprit de Rome, tel était l'intitulé de ce rapport et le défi qu'il nous impose désormais de relever. Au terme de 8 mois de travaux, à quel constat sommes-nous arrivés? La construction européenne est un grand projet, mais l'Europe est confrontée à de graves crises internes. La décision britannique a constitué un choc, c'est un non-sens géostratégique. Gardons-nous d'ailleurs d'encourager les autres forces centrifuges à l'œuvre. Je profiterai de l'occasion pour saluer le travail de notre collègue Michel Barnier, qui, avec beaucoup de fermeté et de rationalité par rapport à l'incohérence et l'inconstance britannique, mène l'ensemble des négociations. Nous voulons, avec le Royaume-Uni, une séparation ordonnée et la construction d'une relation solide pour l'avenir, mais un échec des négociations est toujours possible. L'Union doit maintenir sa position, elle est claire, pas de passage à la seconde phase sur les relations futures avant le règlement des 3 questions clés que constituent la situation des citoyens européens installés au Royaume-Uni, le règlement financier et la question de l'Irlande. Monsieur le ministre des Affaires européennes et des Forces armées l'a rappelé tout à l'heure. L'Europe paie aussi son impuissance face à la crise économique et financière, aux attaques terroristes et aux chocs migratoires. Pour relever ces défis, une vision et un leadership font défaut. Les États membres ont refusé de s'approprier véritablement le projet européen, avec une fâcheuse propension à reporter sur l'Union la responsabilité de tous les maux pour s'approprier les seules réussites. Nous en avons payé le prix fort, avec une dérive bureaucratique doublée d'un déficit démocratique. Déficit qui a alimenté la montée précisément des populismes. La défiance a remplacé la confiance. Il n'y a en réalité qu'une alternative, soit le sursaut européen, soit malheureusement la sortie de l'histoire. Le Brexit doit précisément donner le signal du sursaut. L'Europe ne doit pas être seulement une Europe espace, centrée sur le marché intérieur, mais plutôt une Europe puissance, assumant véritablement sa dimension politique. Le projet européen doit être refondé sur une vision assumée, portée par les États-nations, à partir de quelques priorités pour lesquelles la plus-value européenne est clairement identifiée par les peuples. L'Europe doit se réaffirmer comme puissance. Elle doit exercer ses responsabilités en matière de défense, dans la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure et consolider sa réponse à la crise migratoire. C'est une attente forte des peuples européens. Il faut y répondre. Première puissance commerciale avec la force de son marché unique, on aurait tort de l'oublier, l'Union doit se faire respecter dans les négociations commerciales internationales. Ça a été rappelé tout à l'heure par notre collègue André Reichardt. L'Europe doit définir des priorités économiques, à l'image d'Airbus ou d'Ariane hier. Elle doit lancer de nouvelles actions pour la croissance et l'emploi. Le numérique, l'énergie sont des priorités. L'Europe doit aussi aller vers la convergence fiscale. La politique de la concurrence doit être mise au service de la reconquête industrielle et de l'emploi, et non plus constituer une entrave à l'émergence de champions européens. L'Union européenne doit parachever la gouvernance de l'euro avec un contrôle démocratique effectif impliquant pleinement les parlements nationaux.
Il s'agit également de renforcer la cohésion européenne en progressant vers la convergence sociale. Le dossier des travailleurs détachés en souligne l'impérieuse nécessité. Et puis aussi en modernisant la politique de cohésion. Cette politique est nécessaire aux pays d'Europe centrale et orientale qui ont rejoint l'Europe. Mais les obligations qui sont les nôtres en la matière n'a d'égal que leur propre obligation de respecter les valeurs de l'Union. Je veux aussi insister sur l'enjeu crucial de la prochaine réforme de la politique agricole commune. Nous y avons travaillé avec la Commission des affaires économiques et dans sa résolution, le Sénat rappelle la légitimité d'une politique agricole commune forte, simple et lisible. Il affirme l'importance de la PAC pour la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire de l'Europe tout entière. Cette Europe recentrée doit respecter pleinement la subsidiarité. Elle doit être plus lisible et plus proche des citoyens. Elle doit faire toute sa place aux parlements nationaux. Le fonctionnement institutionnel doit être revu avec notamment une diminution du nombre de commissaires. L'Europe a également besoin de simplification et de transparence. Ceci doit être une priorité permanente. Cette nouvelle ambition doit être portée par le moteur franco-allemand. Lui seul peut réveiller l'Europe. Je dois dire que l'Allemagne cherche des partenaires fiables et forts. Partenaire, la France l'est depuis le premier jour. Fiable et fort, elle le pourrait l'être davantage si elle assumait et entreprenait des réformes sans cesse pensées, toujours repoussées. La relation franco-allemande ne doit pas être exclusive, elle n'en est pas moins décisive. Une feuille de route franco-allemande tournée vers les enjeux du XXIe siècle, tels que la digitalisation de notre économie, donnera une impulsion nouvelle au projet européen. Le pragmatisme conduit aussi à encourager le recours aux coopérations renforcées entre les États membres volontaires pour avancer. Nous l'avons utilisé que trop peu souvent, je dois le déplorer. Et à chaque fois que nous l'avons fait, nous avons eu du succès. Je me rappelle le dernier ou l'avant-dernier en date, qui fut la coopération renforcée sur le brevet communautaire, qui a été un vrai succès pour dynamiser l'économie européenne. L'Union européenne doit enfin redevenir le projet partagé des citoyens européens. Mobilisons les jeunes autour de ce projet. Erasmus constitue une formidable réussite. Plus de 3 millions d'étudiants en ont bénéficié. Colette Mello l'a rappelé tout à l'heure. Il faut désormais aller plus loin et mettre en place un Erasmus pour les apprentis. Autant de sujets et de dossiers qui nous attendent. Je vous remercie. Monsieur Christian Combon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, pour 8 minutes. Madame la Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Il faut prendre les choses comme elles sont. Cette célèbre saillie du général de Gaulle nous rappelle à la réalité. La vision de l'Union européenne que nous a livrée le président de la République dessine à l'évidence un bel idéal, un idéal élevé qui ne peut que résonner dans le cœur des Européens convaincus que nous sommes tous, bien évidemment. Mais un idéal qui nous semble parfois loin et très loin de la réalité que nous vivons. La sécurité et la défense en fournissent un bel exemple. Dieu sait si nous profitons pourtant d'un exceptionnel alignement des planètes. L'opinion, dans la crainte d'une montée du terrorisme à nos frontières, est en attente d'initiatives fortes. Ce n'a pas toujours été le cas. La Commission européenne a pris des positions inédites dans ce domaine de la défense. Et les déclarations de la nouvelle administration américaine en faveur d'un pilier européen robuste de l'Alliance atlantique et qui se prendrait en main, tout ceci irait plutôt dans le bon sens.
Prenons garde néanmoins de ne pas susciter des attentes trop élevées qui seraient forcément déçues. Alors même que le danger est à nos portes, nous le savons bien, la défense de l'Europe, c'est-à-dire la défense du continent européen, assumée collectivement par nous-mêmes, par les Européens, ce n'est pas pour demain et, disons-le tout net, ce n'est même pas pour après-demain. Alors bien sûr, cela ne doit pas empêcher la France d'être un moteur, car il y a aujourd'hui une conjonction astrale jamais observée jusqu'alors. Il convient d'en profiter. La France est évidemment le pays membre de l'Union européenne le mieux à même de porter la vision politique d'une Europe de la défense. Nous qui avons la première armée en Europe, nous qui avons cette culture de l'indépendance stratégique et qui avons toujours pensé la politique européenne de défense comme un complément de l'OTAN. Des avancées importantes sont là aujourd'hui avec la coopération structurée permanente et le Fonds européen de défense. Cette coopération structurée permanente, issue du traité de Lisbonne, a fait des progrès auxquels la France et l'Allemagne sont loin d'être étrangères. Le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité du 13 juillet laisse espérer des résultats opérationnels avant la fin même de cette année, dans une démarche inclusive que le Sénat a toujours soutenue. De même, le Fonds européen de défense se met en place. C'est le cas du volet de recherche depuis avril 2017, avec le lancement de l'action préparatoire, et le volet capacité amorcé par l'annonce de la création, en juin dernier, d'un programme européen de développement de l'industrie de défense. Programme pilote pour la période 2019-2020 qui vise à soutenir les programmes capacitaires collaboratifs à hauteur de 500 millions d'euros par an pour les 2 premières années et la possibilité de monter à 1 milliard d'euros pour les années suivantes. Nombre d'obstacles demeurent pour sa concrétisation pour la période 2017-2021. Il faudra bien sûr passer les élections européennes de juin 2019. Il faudra que se mette en place une nouvelle Commission européenne qui reprendra à son compte cette belle ambition dans le cadre d'un budget dont on peut imaginer qu'il sera en contraction. Il faudra aussi trouver une future majorité qualifiée au Parlement européen sur des sujets qui ne vont pas de soi pour de nombreux députés européens. Mais l'Europe de la défense doit également reposer sur un pilier capacitaire, c'est-à-dire sur des projets concrets d'équipement menés en coopération industrielle et financière avec nos partenaires membres de l'Union. Ces projets ont bien sûr vocation à recevoir le soutien du nouveau Fonds européen de la défense en cours de mise en place, je viens de l'évoquer. L'enjeu est non seulement de rendre crédible l'avenir de notre défense commune, mais aussi d'entretenir et de développer notre base industrielle et technologique en la matière, gage d'autonomie stratégique et à la fois de développement économique. Il serait bien que les Européens prennent l'habitude, par exemple, de concevoir, de développer et d'acheter des équipements militaires issus de l'industrie européenne. L'exemple d'un récent marché d'hélicoptères en Pologne montre qu'il y a encore quelques marges de progression. De ce point de vue, je donne acte au gouvernement des récentes initiatives importantes prises par la coopération franco-allemande, en particulier le programme Eurodrone, le prochain standard de l'hélicoptère Tigre, les nouvelles générations de systèmes de combat terrestre et de patrouille maritime, ou encore l'espace et la cyberdéfense. Il faut encore saluer ici la consolidation du secteur de l'armement terrestre avec le groupe KNDS. Les initiatives décidées le mois dernier avec l'Italie, dans le domaine des missiles ou du spatial notamment, constituent là encore un bon signal. On reste toutefois en attente des résultats que pourra produire l'accord de principe trouvé à l'occasion du déblocage du dossier STX sur la perspective d'un partenariat structurant dans le secteur naval entre Naval Group et Fincantieri. Nombre de défis industriels et stratégiques restent à l'évidence à relever, Madame la Ministre. Tout ceci n'est pas rien, mais nous sommes encore bien loin de pouvoir doter l'Union européenne, d'après les mots du Président de la République, je cite, d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir. Car en vérité, chacun le sait bien,
la politique d'emploi des forces qui est celle de la France, sa capacité de projection en opération au-delà de ses frontières est une singularité dans l'Union. Pourtant, au Sahel, c'est bien la sécurité des Européens dans leur entier, au flanc sud de l'Union, que nous, les Français, nous assurons. Le seul État membre qui partageait notre culture stratégique, le Royaume-Uni, est en passe de nous quitter. Et je veux dire ici notre souhait que le partenariat fort qui nous lie dans la défense avec les accords de Lancaster House soit poursuivi et approfondi. La France a une responsabilité particulière pour arrimer les Britanniques à la sécurité du continent européen. Les propositions du gouvernement de Mme Theresa May sur le partenariat sans condition avec l'Union européenne en matière de sécurité et de défense sont certes très encourageantes. Mais, mes chers collègues, quel paradoxe! Les Britanniques vont garder l'Europe politique, celle qu'ils ont tant décriée quand ils étaient au sein de l'Union européenne, alors qu'ils vont quitter le marché unique. Alors, Madame la Ministre, pour conclure sur une note positive, je voudrais me féliciter que la refondation du projet européen soit au cœur des priorités du Président de la République et du gouvernement. Le groupe de suivi du Sénat sur le Brexit que vient d'évoquer mon collègue Jean Bizet a diagnostiqué le fort risque déconstructeur pour l'Union européenne de la sortie du Royaume-Uni. La diffraction de l'Europe est un non-sens géostratégique total à l'heure des pays continents et aura des conséquences lourdes si on ne relance pas le projet européen. La Commission des affaires étrangères et de la défense vous rejoint sur ce point. La priorité, c'est évidemment l'avenir de l'Union à 27. Je vous remercie. Voilà pour ce débat sur l'avenir de l'Union européenne qui s'est tenu dans l'hémicycle mercredi 11 octobre. Cela en présence de Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il faut dire que l'Europe, c'est bien une priorité pour Emmanuel Macron lors de son quinquennat. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.